Le bruit des fourchettes s'est tu. Les conversations se sont arrêtées. Un silence pesant est tombé sur la table. Ma mère s'est levée au bout de la salle à manger, son verre de vin levé. 14 personnes se sont tournées pour l'écouter. Famille, amis, collègues, elle affichait ce grand sourire de façade, ce sourire performatif qu'elle réservait au public. Je suis tellement béni d'avoir 2 filles. L'une est avocate et plaide des dossiers importants à Paris. L'autre gagne bien, le titre d'employé du mois dans un supermarché. Un rire a parcouru la pièce. Des gloussements polis, des regards entendus. Je me tenais derrière la table de service, je ne m'étais même pas encore assise. Ma main s'est crispée sur la cuillère de service. Mon visage était en feu. Ma sœur, Camille, a souri modestement, levant son verre en signe de reconnaissance, comme si elle avait mérité ce compliment par un véritable exploit et non simplement en existant. J'ai forcé mon visage à rester neutre, essayant de respirer normalement, mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. Ce n'était pas la première fois que maman m'humiliait publiquement. Ce n'était même pas la 10e. Mais ce moment-là avait quelque chose de différent. Debout devant 14 témoins, alors que ma mère réduisait toute mon existence à une chute de blagues, quelque chose en moi s'est brisé et quelque chose de nouveau a commencé à pousser à la place. Je m'appelle Noémie Lefebvre et voici comment tout a changé. Je me suis assise quand même, prenant la place qui m'était assignée au bout de la table, loin de maman, loin de Camille. J'avais encore chaud au visage, mais j'ai souri, j'ai passé le gratin dauphinois, j'ai ri aux moments opportuns, parce que c'est ce que j'avais toujours fait. Ce n'était pas nouveau. J'avais toujours été la rêveuse dans une famille qui vénérait les titres et les salaires. Camille était devenue associée à 30 ans, droit des affaires, salaire à 6 chiffres, bureau avec vue à la défense. Moi, j'écrivais des poèmes que personne ne lisait et je vendais des livres d'occasion dans une petite librairie indépendante pour le SMIC. Quand les amis de maman demandaient ce que je faisais, elle répondait « Noémie se cherche encore ». Comme si j'étais perdue, incomplète. Un projet qui n'avait pas tout à fait abouti. Camille était la réussite, la preuve d'une bonne éducation. J'étais la note de bas de page décevante. Mais ce soir-là, assise à cette table, alors que tout le monde faisait semblant que je ne venais pas d'être publiquement moqué, quelque chose a basculé. Je n'étais plus triste. J'étais en colère. Et dans la colère, j'apprenais à trouver ma concentration. J'ai essayé d'aider à la cuisine après le dîner, j'avais besoin d'occuper mes mains. Ma tante m'a coincé pendant que je lavais les verres à vin. Ta mère s'inquiète juste pour toi, ma chérie. Elle ne veut pas que tu gâches ton potentiel. J'ai levé les yeux. Un potentiel pourquoi? Tu sais, une vraie carrière, la sécurité de l'emploi. Elle veut juste que tu sois heureuse. Je suis heureuse. L'es-tu vraiment? La question est restée en suspens, pleine de jugement et de pitié, comme si j'étais un objet cassé que tout le monde était trop poli pour jeter. J'ai forcé un rire. Je vais bien, vraiment. Mais à l'intérieur, je me sentais comme à 13 ans, debout dans le bureau de la conseillère d'orientation pendant que maman expliquait que j'étais, créative mais dispersée, un code pour dire décevante. Ma tante m'a tapoté l'épaule et a changé de sujet, mais le mal était fait. Camille m'a trouvé dans le couloir, m'a tiré à l'écart pendant que les autres prenaient le dessert. Et, ne prends pas la remarque de maman personnellement. Je l'ai fixée. Comment devrais-je la prendre, alors? Tu sais comment elle est. Elle se vante bizarrement. Elle t'aime. Ah bon? Camille a soupiré, a sorti son portefeuille et m'a tendu un chèque déjà rempli. Tiens, 300 € pour ton loyer ou autre chose. J'ai regardé le chèque et son expression apitoyée, comme si j'étais un cas social. Comme si 300 € pouvaient réparer une vie entière passée à être la seconde. Je n'ai pas besoin de ton argent. Noémie, ne sois pas orgueilleuse. J'ai pris le chèque, je suis allé aux toilettes, je l'ai déchiré en 2, puis en 4, puis en 8, je l'ai jeté dans les toilettes impeccables des invités de Camille et j'ai regardé les morceaux disparaître dans la cuvette. Puis je me suis lavé les mains et j'ai rejoint la fête, souriant tout du long. Plus tard dans la soirée, Camille a laissé son iPad chargé sur le comptoir de la cuisine. Je rangeais, débarrassant les restes que personne ne mangerait. Une notification est apparue. Un message de groupe. Le nom du chat, la famille Lefebvre, la vraie. Je me suis figé.
Nous avions un groupe familial, celui où j'étais, où maman envoyait des demandes de prière et les horaires des fêtes. Celui-ci était différent. J'ai pris l'iPad, ouvert le message, et mon estomac s'est noué. Des photos du dîner de ce soir. Des blagues privées, des conversations dont je ne faisais pas partie. J'ai remonté le fil. Des mois de messages. Mon nom est apparu une fois. Cousin Antoine, est-ce que Noémie vient à Noël? Maman, probablement. Elle est toujours dans sa petite phase d'artiste. Lol. Laissez-lui du temps. J'ai fait une capture d'écran. Je me la suis envoyée. J'ai remis l'iPad exactement là où je l'avais trouvé. Une semaine plus tard, maman était honorée par son club de femmes d'influence, une sorte de prix pour son leadership associatif. Elle l'avait mentionné nonchalamment, ne m'avait pas invité directement, mais je suis venu quand même, habillé respectueusement. Robe bleu marine, les boucles d'oreilles en perles que grand-mère m'avait laissées, espérant une reconnaissance, une mention, n'importe quoi. La salle était comble. Des femmes que je connaissais depuis toujours, les amies de maman, son cercle professionnel. Elle a fait un discours, a parlé de sa carrière, de son bénévolat, de ses valeurs. Puis, je suis tellement reconnaissante d'avoir élevé une fille comme Camille. La voir réussir a été ma plus grande joie. Une fille. Au singulier. Pas des filles. Une fille. J'étais assise au 3e rang, visible, présente. Elle a regardé droit à travers moi. Elle a parlé des réussites de Camille, de son association au cabinet, de ses dossiers. Elle ne m'a pas mentionné une seule fois, même pas en passant. Je me suis excusé à mi-chemin, je suis rentré à pied sous la pluie et j'ai pleuré tout le long du trajet. Le lendemain, une femme est entrée dans la librairie. La quarantaine, allure professionnelle, elle parcourait le rayon des thrillers juridiques. Nous avons discuté pendant que j'encaissais ses achats. Elle était chaleureuse, drôle, facile d'accès. Je travaille pour un cabinet à Paris, a-t-elle mentionné. Droit des affaires. C'est épuisant, mais gratifiant. Oh, waouh. Ma sœur travaille aussi en droit des affaires. Vraiment? Quel cabinet? Cabinet Durand et Associés. Elle s'appelle Camille Lefebvre. L'expression de la femme a changé. Subtile, mais perceptible. Camille Lefebvre. Oui, je connais ce nom. Le monde est petit. Très petit. Elle a marqué une pause. Elle n'a pas quitté Durand récemment? J'ai entendu dire qu'il y avait une histoire. Mon cœur a raté un battement. Une histoire? Peut-être que je me trompe, mais je pensais qu'elle était partie soudainement. Un truc qui a fait le tour du milieu. Elle a payé et est partie rapidement après ça. Je suis resté là, confuse, parce que Camille n'avait jamais mentionné avoir quitté son cabinet. Quelle histoire? J'ai envoyé un SMS à Camille ce soir-là. Décontracté. Et, comment ça va le boulot? Elle a répondu 3 heures plus tard avec une photo. Plage, coucher de soleil, cocktail. La belle vie. Aucune mention du travail. Aucun détail. J'ai vérifié son LinkedIn. Toujours listé comme associé senior chez Durand et Associés, mais le profil n'avait pas été mis à jour depuis 8 mois. J'ai tapé sur Google, cabinet Durand et Associés enquête. J'ai trouvé un petit article datant de 6 mois. Cabinet d'avocats sous revue interne pour irrégularité de facturation. Plusieurs associés sous surveillance. Un nom mentionné dans les commentaires, c'est Lefebvre. Ma sœur. J'ai fait des captures d'écran de tout. Lors du brunch du dimanche, j'ai demandé nonchalamment à maman, est-ce que Camille a changé de cabinet? La fourchette de maman s'est arrêtée en l'air. Pourquoi demandes-tu ça? Juste curieuse. Quelqu'un a mentionné qu'il pensait qu'elle avait bougé. Ne sois pas jalouse, Noémie. Tu ne comprendrais pas ce monde-là. C'est compliqué. Je ne suis pas jalouse. Je voulais juste, Camille s'en sort merveilleusement bien. Mieux que jamais. Ne parlons pas boulot à table. Elle a changé de sujet, mais sa réaction m'a tout dit. Elle savait quelque chose et elle le cachait. J'aidais à vider le box de stockage de grand-mère. Maman repoussait ça depuis des mois. Pendant qu'elle triait de vieux meubles,
j'ai vu son sac à main sur une chaise, un trousseau de clés attachées à l'extérieur. Une clé étiquetée box 709 Camille. J'ai reconnu l'endroit, c'était un garde-meuble à 2 rues de mon appartement. J'ai mémorisé le numéro. Plus tard cette nuit-là, j'y suis allé. L'endroit était ouvert 24h24 avec un code. Je me suis faufilé derrière un autre client à la barrière. J'ai trouvé le box 709. Le cadenas était à combinaison simple. J'ai essayé la date d'anniversaire de Camille. Ça s'est ouvert. À l'intérieur, des cartons, des douzaines, étiquetés, organisés. J'ai ouvert le premier. Dossier juridique, document d'affaires, correspondance personnelle. Un carton était étiqueté et confidentiel, ne pas détruire. Je l'ai ouvert avec des mains tremblantes. À l'intérieur, des emails, des lettres, des documents RH. L'un d'eux a attiré mon attention. Une lettre formelle d'une certaine Patricia Martin aux ressources humaines de Durand et Associés. Objet, plainte contre l'associé Camille Lefebvre. Fraude à la facturation. Je l'ai lu attentivement. 2 fois. Patricia avait été l'assistante de Camille. Elle avait vu Camille gonfler les heures facturables, ajoutant du temps au compte client sans avoir travaillé. Une fraude systématique sur 18 mois affectant plusieurs clients. Le cabinet avait réglé l'affaire discrètement, remboursé les clients surfacturés et forcé Camille à partir, mais publiquement, ils avaient appelé cela un départ mutuel ou une rupture conventionnelle. Camille n'avait pas été promue. Elle avait été mise à la porte. Et maman le savait. J'ai photographié chaque document, je les ai téléchargés sur un cloud sécurisé, j'ai verrouillé le box et je suis parti. Le week-end suivant, maman organisait un brunch familial pour célébrer le nouveau chapitre de Camille. Tout le monde était réuni. Famille élargie, amis de maman. Maman s'est levée pour porter un toast. Je suis si fier de vous présenter ma fille Camille, notre génie juridique. Elle prend un peu de temps bien mérité avant sa prochaine grande opportunité. Tout le monde a applaudi. Camille souriait, humble, gracieuse. J'étais assise là avec mon mimosa, connaissant la vérité, sachant que maman mentait à chaque personne dans cette pièce et que personne ne posait de questions parce que Camille était l'enfant roi, et les enfants rois ne peuvent pas échouer. Retour en arrière, il y a 2 ans. J'avais finalement obtenu mon propre appartement, un petit studio abordable parce que maman s'était portée garante. 3 mois plus tard, elle a appelé. Je dois me retirer comme garante. Raison financière. Quoi? Tu ne peux pas juste, j'ai déjà parlé au propriétaire. Tu devras refaire une demande avec tes propres revenus. Mes revenus ne suffisaient pas. Je gagnais à peine de quoi survivre. J'ai été expulsé 30 jours plus tard. J'ai squatté des canapés pendant 6 mois, dormi par terre chez des amis, 2 fois dans ma voiture. La réponse de maman, ce n'est pas mon travail de financer l'échec. Tu dois grandir. Pendant ce temps, Camille vivait sans payer de loyer dans un superbe appartement haussmannien que maman avait acheté comme investissement. Quand j'ai posé la question, maman a dit, la carrière de Camille l'exigeait. Toi, tu travailles dans une librairie. Comme si ma vie comptait moins. Comme si je méritais moins. J'ai écrit un poème cette nuit-là, je l'ai appelé La fille invisible, sur le fait de vivre dans l'ombre de quelqu'un, d'être aimé sous condition, de voir un frère ou une sœur vénérée alors que vous êtes simplement toléré. Je l'ai posté sur mon blog, celui que cette personne suivait. Il a été partagé, puis partagé encore. Le matin, il avait 3000 partages. Les commentaires affluaient. C'est ma vie. Merci d'avoir écrit ça. Est-ce que ça va? Un commentaire m'a fait marquer une pause. Est-ce que ça parle de Camille Lefebvre? Quelqu'un avait reconnu les détails. Le poème s'est répandu plus vite que prévu. Ma boîte de réception a explosé. 3 jours plus tard, une lettre juridique est arrivée d'un cabinet que je ne connaissais pas. Représentant Camille Lefebvre. Mise en demeure. Retrait immédiat du contenu diffamatoire. Menace de procès. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai fait une capture d'écran. Je l'ai posté sur mon blog sans légende. Juste l'image. La menace. La tentative de me faire taire. Laisser les gens décider de ce que ça voulait dire. Internet a décidé rapidement. Maman m'a appelé en sanglots.
Comment as-tu pu faire ça à ta sœur? Tu prends plaisir à la détruire? Je suis resté calme. J'ai écrit un poème sur mon expérience. Tu l'as fait passer pour une mauvaise personne. Les gens posent des questions. Peut-être qu'elle devrait y répondre. Tu as toujours été jalouse. Tu as toujours voulu la ruiner. Je n'ai rien ruiné, maman. J'ai juste fini par parler. Elle a crié autre chose, je n'ai pas pu comprendre à travers ses pleurs. J'ai raccroché. Je n'ai rien ressenti. La femme de la librairie, l'avocate, m'a envoyé un message sur LinkedIn. Je ne flânais pas par hasard ce jour-là. Je travaille dans la conformité juridique. J'ai vu votre article de blog. Les documents auxquels vous faites référence, je peux vérifier qu'ils sont réels. Mon cœur s'est emballé. Comment? J'ai accès aux bases de données du secteur, au réseau de lanceurs d'alerte. Ce que Camille a fait est documenté. Je peux témoigner anonymement si besoin. Pourquoi m'aideriez-vous? Parce que j'ai vu trop de gens s'en tirer avec la fraude pendant que ceux qui disent la vérité sont réduits au silence. Dites-moi si vous avez besoin d'un témoin. J'avais une alliée, quelqu'un de crédible. C'était parti. Un podcast sur les dynamiques familiales m'a contacté. Ils avaient vu mon blog. Ils voulaient que je raconte mon histoire. J'ai accepté. Je n'ai pas nommé Camille directement. Pas besoin. J'ai juste raconté ma vérité sur le fait d'être la fille invisible. Sur le fait de voir une sœur adorée pendant que j'étais humilié. Sur la découverte de documents, sur les schémas de tromperie, sur les familles bâties sur des mensonges. L'épisode est sorti un mardi. Le vendredi, il avait un demi-million de téléchargements. Les commentaires ont explosé sur les réseaux sociaux. Mon histoire résonnait. Les gens s'y voyaient. Un journaliste d'une publication juridique a repris le fil. Il a publié un article, La face cachée des enfants rois du barreau, quand les success stories s'effondrent. Il n'a pas nommé Camille directement, mais la chronologie correspondait. Les détails s'alignaient. Quiconque prêtait attention savait exactement de qui il s'agissait. L'article est devenu viral dans les cercles juridiques parisiens. Le profil LinkedIn de Camille a disparu le lendemain. Son Instagram est passé en privé. Elle se cachait. Maman m'a envoyé un SMS 2 semaines avant Noël. Tu es toujours invité cette année pour la famille. S'il te plaît, sois civil. J'ai failli refuser, mais ensuite j'ai pensé, pourquoi devrais-je me cacher? J'ai répondu oui. Mais cette fois, je n'apportais pas juste le dessert. J'apportais la vérité. Noël est arrivé. Même maison, même gens, énergie différente. Tout le monde était au courant du podcast, des articles, de la controverse, mais personne n'en parlait. Nous nous sommes assis pour manger, faisant semblant que tout était normal. Maman s'est levée pour porter son toast traditionnel. Je suis si reconnaissante pour ma famille, et je suis si fière de ma brillante fille, je l'ai interrompue calmement, clairement. Laquelle? Le silence. Celle qui a escroqué ses clients ou celle qui t'a survécu? La pièce s'est figée. 14 visages se sont tournés vers moi. Le visage de Camille est devenu blême. La bouche de maman s'est ouverte, aucun mot n'en est sorti. J'ai plongé la main dans mon sac, j'ai sorti une enveloppe Kraft, je l'ai fait glisser sur la table vers maman. Voilà celle que tu as construite. La fille que tu as encensée, celle que tu as choisie plutôt que moi. Je l'ai ouverte, laissant les documents se déverser. Preuve de fraude à la facturation, plainte RH, accord de licenciement. Et ça, j'ai fait un geste vers moi-même, c'est celle que tu as enterrée pour elle. Je me suis levé, j'ai attrapé mon manteau. Bon appétit. Je suis sorti. Les retombées ont été immédiates. Mon cousin Antoine a partagé l'épisode du podcast dans le chat familial. Le vrai, celui où je n'étais pas. Quelqu'un a divulgué plus d'informations. D'autres associés du cabinet de Camille ont confirmé l'histoire. Camille a supprimé tous ses réseaux sociaux. Maman a envoyé un message de groupe paniqué. Nous sommes attaqués. Ne répondez à personne. Mais les gens m'ont répondu, en privé, s'excusant, disant qu'ils ne savaient pas. L'image de la famille parfaite s'est complètement fissurée. J'ai écrit une lettre à ma mère, pas pour l'envoyer,
juste pour dire tout ce que je ne pouvais pas dire en face. Je lui ai dit que je ne lui pardonnais pas, que je ne le ferais probablement jamais. Mais j'avais enfin compris quelque chose d'important. Elle ne m'a jamais vu assez clairement pour blesser la vraie moi. Elle a blessé la version de moi qu'elle avait créée, la fille décevante, l'échec. Mais cette personne n'existait pas. J'étais entière, talentueuse, digne, avec ou sans son approbation. J'ai fermé le carnet, je l'ai rangé, et je l'ai laissé partir. 1 an plus tard, mon recueil de poésie a atteint la première place d'un classement numérique indépendant. Le dernier poème s'intitulait « La fille invisible parle ». J'ai été invité à lire au Salon du Livre. Une petite salle, une foule intime. Je me suis avancé vers le micro, j'ai regardé les visages qui voulaient entendre ma voix, des gens qui valorisaient mes mots. Je m'appelle Noémie Lefebvre. Je suis poétesse, libraire, et une fille qui a appris qu'être aimée sous condition signifiait apprendre à s'aimer soi-même inconditionnellement. J'ai lu mon œuvre, entendu les applaudissements, je me suis senti vu. Pas parce que j'avais battu ma sœur, pas parce que j'avais prouvé que ma mère avait tort, mais parce que je m'étais enfin présenté selon mes propres termes. La fille mendiante était devenue une voix best-seller, et c'était plus précieux que n'importe quelle approbation après laquelle j'avais couru. J'étais libre.